Amis téléspectateurs, bonjour, nous sommes à Paris au centre de la presse, au Club Presse Paris. Alors, je suis en compagnie de monsieur Romain Mdiribidi. Vous êtes originaire, bien entendu, de la RDC. Tout à fait. Vous avez un bagage important, aujourd'hui on va en parler, pour édifier le Congolais en matière de la santé publique. Vous êtes spécialiste de la santé publique ou qu'est-ce que vous faites Je travaille là-dedans, mais je suis un professionnel de santé et je travaille santé publique, bien sûr. pour la santé publique, la promotion de la santé ici en France. En fait, au début à Kinshasa, j'ai travaillé au centre nucléaire de Kinshasa, au laboratoire de médecine nucléaire. Oui. Nous faisions des explorations thyroïdiennes, principalement. Ensuite, je suis venu ici en France pour me spécialiser dans le domaine de radioimmunosage, donc l'utilisation des radioisotopes en biologie médicale. Donc, j'ai été à l'hôpital Cochin, où ensuite j'ai effectué un stage au centre nucléaire de Marcoule, dans le sud de la France, pour toujours dans le cadre de l'amélioration des réactifs utilisés en biologie médicale. Très bien. Alors, vous avez travaillé en RDC. Vous savez, il y a un centre important. Vous avez un nucléaire en RDC, où il y a aussi, ça commence à fissurer, il y a des problèmes... D'érosion. Oui. Nous, ce problème, il est maîtrisé actuellement, puisque nous avons notre collègue qui est Vincent Lukanda, qui est commissaire à l'énergie atomique. Il est spécialisé en physique du sol. Oui, il a bien stabilisé le problème. Il a stabilisé parce qu'il y avait une certaine inquiétude qui est une fuite d'une certaine radioactivité en RDC. On ne sait pas, on n'a pas vraiment la maîtrise de ce travail de sécuriser des zones d'une certaine sensibilité, bien sûr, nucléaire. Nous, on a un personnel assez compétent à Kinshasa. Pour ça, on n'a pas... C'est un problème des moyens. Mais je vous dis, je l'ai vu dernièrement, le professeur Lukanda, il est passé par Paris, il m'a dit effectivement qu'il a bien... Puisque c'est son domaine, hein, qu'il a bien... Comment on appelle, il a maîtrisé le problème. Il a maîtrisé. Alors, donc l'érosion, c'est un problème. L'érosion du sol, du sol. Oui, mais ça touche aussi, ça peut toucher. Ça peut aller vers les réacteurs. Mais non, d'abord, il a fallu travailler la terre pour que c'est ça qui a été fait. Ce qui a été fait, bien sûr, il y a quand même un danger important qu'une fuite radioactive, enfin la radioactivité. Dites-moi, comment ça se présente au niveau de ces centrales nucléaires, Mais pour le moment, il ne fonctionne pas. Il y a beaucoup tout un ensemble qu'il faut maintenant renouveler. Tout un ensemble d'appareillages qu'il faut renouveler. Pour le moment, il ne fonctionne pas. Il ne fonctionne pas. Comment se fait-il que ces pays tombent en des études comme ça, dans des domaines assez pointus comme ça, et laisser à l'abandon cette filière la haute technologie qui apporte beaucoup, qui était le fleuron en fait de la RDC. Comment se fait-il qu'aujourd'hui le nucléaire en RDC soit complètement abandonné? Il n'est pas abandonné comme tel puisqu'on a encore le personnel qui est là. Mais oui, le personnel, il est là, mais il végète ce personnel. Oui, c'est puisqu'il n'est pas, comment on appelle ça, il n'y a pas les frais de fonctionnement, ne suit pas. Les frais de fonctionnement ne suivent pas. Est-ce qu'on attire par rapport à votre centrale, comment on peut expliquer aux Congolais le fonctionnement de cette centrale, son rôle, sa spécificité, Puisqu'en dehors de puisque souvent les gens ils ne voient que le réacteur atomique, mais ils ne voient pas les autres services qui sont. C'est ça que je souhaitais savoir. Expliquez-nous un peu comment ça fonctionne. Les autres services qui sont tout autour. Oui, expliquez-nous comment. En fait, là, le commissariat à l'énergie atomique est organisé en division. Il y a une division sciences et techniques appliquées. Il y a l'électronique qui s'occupe aussi de ce réacteur. Il y a une division sciences de la vie. Vous avez de la biologie et de la médecine. Nous avons une division chimie physique où vous avez la fameuse chaîne
des comptages où on faisait des analyses par activation électronique. Vous vous souvenez à l'époque, quand on parlait que comment ça appelle, les déchets qui proviennent des minéraux du Chaba. Oui. Ces déchets, les minéraux-là commencent à contenir aussi d'autres produits beaucoup plus par exemple là, le minerai, les déchets du cuivre. Il y a eu des études et beaucoup de mémoires ont été faites là-dedans pour voir par exemple le platine. Oui, les déchets du cuivre, ça rapporte encore. Il y a encore beaucoup de choses qu'on peut encore retrouver. Oui, ça rapporte beaucoup et que le gouvernement utilise ça sans que les gens puissent se rendre compte que ces produits-là, qu'on appelle des sous-produits, ils rapportent plus que le cuivre lui-même. Et donc on avait des spécialistes, ils sont encore là, qui étaient des spécialistes pour faire ces analyses. Oui, mais très bien. Alors, est-ce que le Congo utilise cette forme d'uranium appauvri ou enrichi? Non, ce n'est pas, nous on ne fait pas d'uranium, il n'y a pas d'uranium, c'est notre problème là, le problème d'uranium. L'uranium qui est utilisé est au réacteur atomique. Est au réacteur atomique. Alors, ce qui est quand même inconcevable dans tout cela, il y a un département à l'université à l'UNIKIN, un département scientifique, un département physique nucléaire. Oui. Alors, ça devait être une expérimentation assez... Certains enseignants de l'université travaillent aussi au centre nucléaire. Alors, à partir du moment que ces départements-là tombent en ruine, comment on peut expérimenter le travail fondamental d'un étudiant de l'option scientifique et nucléaire, ou physique et nucléaire? Mais au fait, là, c'est ce que vous dites là, il y a ce problème on n'a pas suivi toute la lancée qui devait être sur laquelle on devait être en ligne pour que nous puissions être très performants. Puisque à l'époque, vous vous souvenez, nous étions presque le seul en Afrique. Nous étions presque le seul, mais maintenant, presque dans beaucoup de domaines, c'est comme ça. Dans beaucoup de domaines, vous avez d'autres centres, par exemple l'UIRO. Moi, je viens du Kivu. Il y a l'IRSAC l'UIRO, qui était un grand centre reconnu mondialement, mais qui est tombé en ruine. Vous avez INERA, en recherche agronomique. Oui, c'est tombé en ruine. Ce sont des centres qui sont tombés en ruine, alors qu'on a des ressources humaines capables et compétentes. Oui, alors maintenant, je vais revenir par rapport à ce que vous savez faire en termes de ici en France, santé publique. Aussi en France, je suis responsable de tout ce qui est prévention. La prévention du VIH-Sida, j'allais parler. Auprès du public, des populations originaires d'Afrique et des Caraïbes. Alors, comment ça se présente? Parce qu'en fait, en réalité, vous avez une campagne, vous faites une campagne de sensibilisation. Aujourd'hui, on se retrouve dans le monde avec plus de 30 millions de gens qui sont contaminés. Est-ce que c'est le bon chiffre? Oui, c'est le bon chiffre, oui. Aux alentours de ça, c'est toujours des estimations. Oui, les 30 millions. Et plus de 60%, environ plus de 60% habitent le continent africain, l'Afrique noire. L'Afrique noire. Alors, l'origine du sida, c'est quoi? Expliquez-nous un peu. L'origine du sida, c'est du virus. L'origine du c'est le virus. Oui, mais est-ce que c'était une expérimentation dans un laboratoire testé en Afrique? C'est que certains disent que le vaccin qu'on a reçu... Poliomyélite, oui, ça a été aussi... Il y a des gens qui racontent ça, mais ça n'a pas été vérifié. Non, mais ils ont dit que voilà, le Belge, à l'époque, il voulait exterminer une partie de la population congolaise en faisant ces vaccins que nous tous, nous avons eu ces vaccins. Oui, mais ce vaccin-là, ce n'est pas il y a eu des morts, il y a eu beaucoup de morts. Vous savez qu'il y a eu énormément de morts par rapport à ce vaccin. Je ne sais pas par rapport à ces vaccins, mais tout ce que je sais, puisqu'on a essayé de vérifier l'information, et que comment on appelle ça, les restes de ces vaccins ont été examinés par des scientifiques, et on n'a pas trouvé des traces de VIH dans ce vaccin. Voilà, on n'a pas trouvé les traces. Alors, votre campagne... Il y a d'autres gens qui disent que c'était fabriqué par les Américains et qui est testé sur les Haïtiens, sur les prisonniers haïtiens. Donc il y a tout un mythe, comment on appelle ça? Mais tout ce qu'on sait pour le moment, les scientifiques savent que le VIH qu'on connaît pour le moment
a son ancêtre qui vient d'un virus semblable, mais qui est peu présent chez les singes, et qui ne cause pas du sida chez les singes. Les singes vivent normalement avec ce virus. Alors, certains disent que ça viendrait aussi du fait que les Africains mangeaient de la viande de singe. Il y a des gens qui racontent ça, mais aussi ce sont toujours des mythes et des hypothèses. Il y a des gens qui pensent que sûrement que quelqu'un a pu manger ce singe ou s'est blessé en coupant aussi tous les vendeurs de singes. Donc, puisque souvent ils ont des blessures avec le couteau qu'ils utilisent, et que les sangs contenant ce virus a pu passer dans le sang de ce vendeur, et qui a provoqué qui s'est transformé en VIH. Mais ça aussi, ce sont des hypothèses qui sont avancées, mais il n'y a pas en tout cas un consensus scientifique sur cette question-là. Il n'y en a pas. Il n'y a pas le consensus là-dessus. Alors, le seul consensus aujourd'hui, c'est de distribuer le préservatif pour se séparer à se protéger contre le VIH. Est-ce que vous pensez que le préservatif protège le préservatif protège à 100% du VIH s'il est utilisé systématiquement et correctement. Qu'est-ce que ça veut dire? Systématiquement, donc à chaque rapport sexuel, il faut l'utiliser. Il faut utiliser aussi un lubrifiant, un réactif, un préservatif. Mais ça fait beaucoup de procédés pour aller faire l'amour avec pardonnez-moi, excusez-moi, amis téléspectateurs, faire l'amour avec son partenaire, aller chercher le lubrifiant, aller chercher le préservatif. Mais ça fait partie du jeu érotique, hein, puisqu'il n'y a pas que le préservatif masculin, il y a aussi le préservatif féminin. Oui, tout à fait, je sais, le plus grand préservatif qu'on intègre. Oui. En plus de cela, les gens, ils le voient. Pour le moment, la prévention, il est devenu très, très, très. On a maintenant beaucoup de panoplies, beaucoup d'outils maintenant en ce qui concerne la prévention du VIH/SIDA. Alors, la prévalence du sida. Nous avons, par exemple, puisqu'il y a quelque chose d'important, nous avons, par exemple, le dépistage. On n'en parle pas, les gens ne parlent que du cas de mais il y a aussi le dépistage. Les dépistages. Alors, parlons-en de dépistage. Oui. Quand on parle, à l'époque, il fallait attendre 3 mois pour connaître son état sérologique. Oui. Et aujourd'hui, c'est 6 semaines maintenant. Oui, avec comment on appelle les tests actuellement de 4e génération. Alors, parlez-nous de ces tests de 4e génération. C'est quoi ces tests de 4e génération? Ça nous montre quoi? Ça nous explique quoi? Quel est l'avantage? Quelle est sa spécificité? Sa spécificité, c'est-à-dire que dans les cas de la primo-infection, c'est-à-dire que les gens qui viennent d'être contaminés, on peut vite le repérer, le dépister. Puisque, comme vous savez, dans ce qui concerne le VIH, les gens qui sont récemment contaminés, puisque là, dans les premiers mois, les 3 mois qui suivent, le virus se multiplie très vite dans leur organisme, ce qui fait que ces gens-là sont très contaminants. Ils vont être très contaminants par rapport aux gens qui vivent avec les virus depuis 5 ans ou 10 ans. Et là, vous me posez la question je reviens encore sur la question du test. Ça veut dire que ce sont des tests maintenant qui, en moins de 2 semaines, moins de 3 semaines maintenant, on peut déterminer si vous avez été en contact avec le VIH. Alors que les autres tests, il fallait attendre 3 mois. Il fallait attendre 3 mois. Alors, moi, je lis aussi au niveau de la documentation que je regardais encore hier. Il y a un élément que beaucoup de gens ignorent. Quand on vient d'avoir des relations à risque, avec un partenaire qu'on appelle partenaire à risque aussi, hein, parce que c'est un partenaire à multiples partenaires, on peut faire la sérologie tout de suite, et si on est atteint du sida, et se faire soigner pendant 1 mois et guérir de cette maladie. Non, ce n'est pas ça. C'est-à-dire que quand quelqu'un a couru un risque, par exemple, vous êtes sûr que vous n'avez pas utilisé les préservatifs avec une personne vivant avec le VIH, si vous le savez, c'est maintenant vous allez dans un centre d'urgence ou dans les 48 heures, et au plus tard dans les 72 heures, les médecins évaluent le risque et vont vous prescrire un traitement antirétroviral. C'était ça.
Vous avez dit que quand on a quand on a, vous avez dit que pour quelqu'un qui a le sida, on peut avoir le virus sans avoir le sida. Puisque le sida, sur le stade ultime de la maladie, c'est sûr qu'il y a des gens comme vous, comme moi, qui ont le virus avec eux, qui marchent, qui font du sport, ils sont séropositifs, mais ils n'ont pas le sida. Oui, bien sûr. Mais ils n'ont pas le sida. Donc, ils n'ont pas développé encore la partie où c'est-à-dire que le système immunitaire n'est pas encore complètement détruit, C'est pour cela que nous demandons aux gens de se faire dépister plus tôt pour qu'ils entrent dans le système de soins, ainsi pour maintenir le système immunitaire encore intact. Alors une question qui est essentielle pour nous, Africains, pour tout le monde d'ailleurs, comme vous avez dit, il y a 60% de malades sont sur le continent africain. Sur le continent africain, c'est un enseignement à savoir. Quand une personne a le sida, transmet le sida à son conjointe ou son partenaire, est-ce que ces couples-là, tout en suivant un traitement, peut faire des relations non protégées? Non. Ce qu'on conseille actuellement pour les gens qui sont sous traitement, sur conseil de leur médecin, ils peuvent ne pas se protéger. Puisque là, comme je vous disais que maintenant on considère les traitements aussi comme un moyen de prévention. Les traitements antirétroviraux. Nous avons beaucoup de personnes. Pourquoi les contaminations continuent à augmenter chez nous? C'est puisque beaucoup de gens ne sont pas sous traitement. Vous verrez que c'est une des explications qui fait que le VIH continue toujours à se propager, à se répandre sur le continent. Alors, il y a encore une question annexe à cette question que je viens de poser. Un couple qui a le sida ou quelqu'un qui a le sida va trouver un autre partenaire qui a le sida, mais comme on dit, les virus ne sont pas identiques. Oui. Alors, il peut aller retrouver un virus puisque tous les virus ne sont pas les mêmes, comme vous le savez, et vous pouvez tomber sur un virus qui est multirésistant, qui résiste à tous les antirétroviraux. Et là, à ce moment-là, vous augmentez encore, vous surcontaminez encore davantage. Donc, ce qui fait que quand on a le sida, il faut se protéger, il faut tout à fait avoir ce souci de se protéger, et aussi à la fois d'éviter, même si l'autre en face qui a le sida, tu dis, voilà, comme l'autre a le sida. Il n'y a pas que le sida, puisque vous pouvez encore avoir une autre infection, vous pouvez encore attraper l'hépatite. L'hépatite C, l'hépatite B, oui, donc vous allez avoir deux virus, donc vous allez encore compliquer votre existence. Amoindrir le système de défense. Oui, puisque là, à ce moment-là, on va lutter contre des virus, on va lutter contre celui de l'hépatite C, ou de l'hépatite B, ou le VIH. Alors, dans des centres de dépistage, de prévention, aussi dans l'information, quelle est la catégorie de personnes qui sont beaucoup plus ce qu'on appelle c'est tout le monde qui est concerné. La catégorie ethnique à risque. À risque, non, c'est tout le monde nous ne fonctionnons plus avec le schéma des personnes à risque et non à risque. Raison pour laquelle on propose systématiquement le dépistage à tout le monde. Je ne sais pas si vous avez, pendant au mois de septembre, on a eu à procéder à l'opération Flash Test, où dans Paris, il y avait beaucoup d'endroits où on proposait à tous ceux qui veulent. On avait le test dans la journée, le dépistage dans la journée. Non, le journal, on vous donne les résultats le même jour. Oui, j'étais dans la journée. Oui, pendant la journée, oui. Donc, c'est puisque beaucoup de gens ne se considèrent pas à risque dans leur tête. Mais au fait, des fois, ils ont des pratiques à risque. Alors, il y a une étude américaine qui a été faite auprès de femmes kenyanes et tanzaniennes, aussi une partie tanzanienne, c'est des prostituées d'ailleurs, qui avaient des relations en fait, sexuelles sans protection, mais n'attrapaient jamais le sida. Et les Américains sont en train d'étudier en fait ces cas d'espèce pour voir. Mais ils ne sont pas nombreuses, c'est une catégorie, ils ne sont pas très nombreuses. Il y a même ici, même en dehors de comment on appelle ça, ce qu'on appelle les contrôleurs, il y a des gens qui sont souvent en contact avec le VIH, mais qui ne l'attrapent pas.
Mais ils ne sont pas très nombreux, ces gens-là, ils ne sont pas très nombreux. Ça viendra de quoi? Mais ça, il y a encore on n'a pas encore une explication admise pour tous, mais il y a encore des recherches là-dessus pour savoir qu'est-ce qui se passe. Alors, comme c'est une maladie inventée par l'être humain, j'ai une certaine conviction là-dessus. Hein. Ce n'est pas inventé par l'être humain, c'est des laboratoires. J'ai une certaine conviction là-dessus, même si vous ne voulez pas admettre, parce que vous avez le discours politiquement correct là-dessus, mais je veux bien le comprendre. C'est une formalisation de votre discours. Mais dites-moi, qu'est-ce qu'on peut espérer dans quelques années par rapport à cette maladie? C'est qu'on peut espérer... on sait qu'on avait la trithérapie qui fonctionnait avec... Et qui fonctionne très bien par rapport... fonctionnait avec une dizaine de médicaments. C'est réduit à maintenant deux comprimés. Oui. Et ça va ramener un seul comprimé. Donc ça permet à celui qui abreuve de cette... de ces médicaments ne soit pas trop touché par Enfin, pour ne pas compliquer l'existence. Mais tout ce qu'on sait, il y a de protocoles qui maintenant qui sont mis en place où on va essayer de voir si la personne prend par exemple le médicament pendant 6 mois, il le stoppe pendant 6 mois et puis il le reprend ainsi de suite. Il y a de cette piste-là qui est en train de... Mais moi je parle de piste de guérison de vaccins. Non, les vaccins pour le moment, il n'y a pas encore un vaccin qui soit comment on appelle ça, où on peut avoir de l'espoir en disant dans 2 ans, dans 3 ans, il n'y a personne qui peut vous le dire pour le moment. J'ai appris par rapport à la lecture scientifique que j'ai pu lire, il y a une bataille entre laboratoires, aussi voir la paternité de Montagnier et l'autre des États-Unis. Entre Robert Gallo et Montagnier. Oui. Mais je pense que ça a été tranché, ça. C'est-à-dire que celui qui aura la paternité de cette recherche scientifique, parce qu'on dit que Montagnier a fait un travail et Gallo a entre guillemets voler le travail de Montagnier, et à l'arrivée, comme pour trouver à la fin un consensus, alors ils ont dit que voilà, on se départage. Mais il y a un problème économique assez important, c'est-à-dire que si on décide à dire que c'est la France qui a cette paternité, il y aura des flux d'argent assez important ici et que les États-Unis vont perdre. C'est ces questions d'argent, c'est pour ça que le vaccin n'est pas encore trouvé. Non, les vaccins, ce n'est pas à cause de ça. Les vaccins, c'est puisque les virus, ils mutent beaucoup. Et puis, on n'a pas beaucoup de virus qui, en dehors de comment on appelle ça, de l'hépatite B. Oui. Parmi les maladies courantes, on n'a pas de virus qui est dû à un virus, où on a trouvé un vaccin. Mais les autres, par exemple, l'hépatite C, on a des produits pour guérir, mais on n'a pas de vaccin. Alors que l'hépatite B, on n'a pas de produits pour guérir de l'hépatite B, mais on a un vaccin. Oui, parce qu'on sait comment ça s'est passé avec la recherche au niveau... Mais ça, il y a... Non, c'est-à-dire on sait qu'il y a les scientifiques qui se battent pour ça, pour trouver un vaccin, puisqu'il y a un certain humanisme qui doit entrer là-dedans, en dehors des enjeux commerciaux. Ah, vous parlez de l'humanisme, mais moi je parlais aussi de ce côté mercantile des laboratoires. Les laboratoires ont fait des recherches... Mais ce ne sont pas des entreprises caritatives, ils sont là pour faire de l'argent. C'est ce que j'ai dit, mercantile, c'est pour ça que je parlais de ce côté mercantile. Mais au fait, ces laboratoires veulent rentrer dans leur investissement. Oui. La raison pour laquelle ils attendent d'écouler ces produits de recherche, parce que la recherche prend des années, ça dure un temps important. Par définition, à travers ces recherches, donc il y a des milliers d'argent d'investis. Donc il faut qu'ils rentrent dans leur argent, donc il y a un retour d'investissement. C'est pour cela qu'ils ne veulent pas sortir en fait le vaccin aujourd'hui. Mais au fait, il y a parce qu'il y a la trithérapie, ça coûtait extrêmement cher au niveau de recherche. Oui. Avant, il y avait l'AZT, hein, c'était l'AZT. On a basculé de l'AZT. Il faut connaître le fait que le médicament, sous la pression internationale, les laboratoires ont dû comprendre qu'il faut vendre. Sinon, dans nos pays, beaucoup de personnes ne pouvaient pas avoir accès aux médicaments s'ils continuaient à les vendre au prix où ça coûte.
au prix où ça coûte. Il faut dire qu'il y avait une forte pression internationale. Et vous avez des pays comme l'Afrique du Sud et le Brésil qui ont aussi augmenté la pression pour que les populations puissent avoir accès à ces médicaments, notamment en fabriquant des génériques, surtout l'Inde et le Brésil. Oui, alors, pour passer, on quitte cette partie SIDA, qui est essentielle, c'est la maladie du siècle, il faut tenir compte de ça. Oui, mais c'est-à-dire que là, je voulais vous dire là-dedans, donc il y a de coco moyen, puisque vous avez parlé de comment ça, des préservatifs, il y a aussi les médicaments qu'il faut en tenir compte, il y a aussi la circoncision. Ah, parle-moi de circoncision, parce qu'il y a circoncision qui est mentionnée dans les écrits, dans les écrits saints. Est-ce que c'est une façon de prévention assez importante là-dedans. On sait que pas pour l'individu lui-même, mais pour la population en général. Et pour l'homme et pas pour la femme. On a dit par rapport à une étude encore assez spécifique, un chercheur américain a fait une étude là-dessus, approfondie, en disant que l'homme qui n'est pas incirconcis a des relations avec une femme pendant très longtemps. La femme peut avoir le cancer de l'utérus. C'est vrai. Non. Parce qu'au niveau de son prépuce, il y a des dépôts, et ces dépôts-là fabriquent... il y a comment ça s'appelle, la personne transmet ce qu'on appelle les virus de papilloma humain. Voilà, ça se développe, il y a un dépôt, et c'est un certain type de virus, virus d'ailleurs, qui entre là-dedans, qui va aller sur les cancers, qui va provoquer les cancers du corps utérin. Tout à fait, c'est pour cela que je... Ça, on le sait. Ça, vous le savez, c'est pour cela que je dis qu'il y a un dépôt au niveau de prépuce, et puis ces dépôts-là, quand l'homme... Non, ce n'est pas ces dépôts, mais il faut que ça contienne ce virus-là, le virus-là du papillome humain dont je suis en train de parler. Oui. Qui cause ce cancer. Oui, alors ça vient quand même de prépuce. Non, ça peut ne pas être le prépuce, simplement ça peut venir aussi de l'homme qui est circoncis aussi, il peut y avoir aussi les virus des papillomes humains, il peut l'avoir aussi. Ben, très bien. Et qu'est-ce que vous conseillez alors? Donc tout le monde doit être circoncis. La plupart et puis il faut se dire que ça fait partie des études qui ont été faites, c'est-à-dire que c'est surtout pour les populations où il n'y a pas de circoncision. Mais vous avez par exemple dans certains pays où vous savez presque la majorité d'hommes sont circoncis. Mais ça, ce sont des études qui marchaient pour certains pays où la circoncision n'était pas dans les mœurs. N'était pas dans les mœurs. Alors donc on peut saluer cet aspect dogmatique. Mais qui n'est valable dans la protection, c'est chez l'homme et pas chez la femme. Mais la protection chez la femme, c'est quoi alors? Non, ça dit que les bénéfices, je voulais dire, de la circoncision, c'est qu'il a été prouvé que c'est l'homme qui va en bénéficier. Mais la femme aussi, parce que la femme n'a pas des risques d'attraper le microbe. Non, elle peut. Elle peut? Oui. Elle peut, très bien. Alors, quand la femme, parce qu'on a cette culture aujourd'hui, avec l'avènement de la pornographie, les femmes maintenant s'érasent complètement, où elles se trouvent complètement démunies de ces protections, c'est-à-dire que ces poils pubiens. Croyez-vous que c'est aussi de la cause de plusieurs maladies? Parce que c'est que les médecins disent qu'en se rasant, ça provoque, bien entendu, de problèmes graves. On n'a jamais appris ça, nous autres. C'est la première fois que j'entends ça. Moi, je me renseigne. Ce que nous savons, c'est qu'il y a de la documentation. Non, ce qui pose problème chez les femmes, c'est le fait là de commencer à utiliser des produits astringents. Donc le produit pour sécher le vagin. Oui, c'est ça. C'est-à-dire les petites pierres qu'on ramasse en Afrique. Je ne sais pas, il y a des pierres, il y a des gens qui utilisent des plantes, c'est tout, il y a d'autres qui utilisent des poudres. Et donc ça dépend de chaque ethnie, dans sa façon de faire. Mais on sait que c'est très mauvais pour pour la santé des femmes, et surtout dans le cadre de la transmission du VIH. Ah bon, expliquez-nous un peu. Donc, puisque là, quand le produit, là, au niveau du conduit, quand ce n'est pas bien lubrifié, il y a des microcopies. Oui, bien sûr, de microcopies. Et c'est ce microcopie qu'il faut, c'est une porte d'entrée pour les virus. Une porte d'entrée pour les virus. Donc ça, c'est toujours l'escroquerie que les femmes veulent nous ramener sur cette terre. Donc ça, c'est une parenthèse, parce que ça vient souvent, et ça va loin au niveau de l'idée. Quand le mari voyage, la femme reste peut-être faisant autre chose, et quand le mari revient, trouve que sa femme est bien protégée, mais en réalité, c'est pas ça du tout. Bon, ça, c'est la petite parenthèse. Mais pour revenir à ce que nous disons, quelle est la meilleure de protection aujourd'hui par rapport à un couple? Le préservatif. Enfin, d'abord, le dépistage. Un couple, d'abord fait le dépistage. Une fois qu'on a fait le dépistage, à ce moment-là, on reste fidèle.
C'est difficile hein, avec le temps qui court. Mais à ce moment-là, il faut utiliser des préservatifs. C'est aussi difficile parce que vous savez ce n'est pas difficile. Vous connaissez le principe de préservatif. On utilise une fois, on utilise deux fois, et on utilise une troisième fois, et la quatrième fois, on dit voilà, on se connaît, pardonnez-moi, on laisse ça de côté, et c'est là où le virus... non, pour les gens qui sont raisonnables, pour les gens bien éduqués maintenant, c'est pour cela que nous parlons de l'éducation à la santé. Les gens bien éduqués, ils savent que s'ils partent ils vont aller avec une personne au statut inconnu, ils doivent obligatoirement utiliser le préservatif. Obligatoirement. S'ils ne veulent pas courir un risque d'attraper le VIH. Alors, on va faire très vite parce qu'il nous reste une dizaine de minutes. Alors, j'ai une question à poser. Quand j'étais en RDC en 2005, 2006, 2007, je suis rentré en 2007 en Europe, j'ai vu, il y a quand même la PNMLS, hein, je crois que vous le connaissez, il y a un travail important en termes de prévention contre le sida, de sensibilisation, etc. Il y a des fonds assez importants qui sont dégagés pour cela. Vous ne pensez pas que c'est du business charity, tout ça, ça fait partie du business charity? Il faut créer des maladies pour pouvoir mettre des choses en place. En fait, non, ce n'est pas ça, D'ailleurs, c'est ce qui est lamentable pour nos pays, qu'ils ne donnent pas leur part dans la prise en charge comment on appelle ça, des personnes vivant avec le VIH. Si par exemple chez nous, on sait en RDC, les informations que j'ai eues, il faut que les personnes qui vivent avec le VIH aient un système immunitaire qui commence à être faible. Donc il faut avoir à peu près au niveau de CD4, quand c'est en dessous de 400 ou de 350, oui. Là, on commence à voir. Là, on peut vous donner compte. Alors que. Ça, je suis au courant de ça. Donc, il faudra. Oui, bien sûr. J'ai quand même lu beaucoup de choses là-dessus. En termes journalistiques, je lis beaucoup de choses. C'est-à-dire que les CD4 sont de moins de 350. Donc, il y a une prise en charge automatique de cela. Donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de médicaments, qui ont besoin d'avoir ce médicament et qui ne l'ont pas dans nos pays, surtout dans notre pays, en RDC. Ouais, très bien. Alors, d'où proviennent le fonds? Les fonds, il faut des bailleurs internationaux. Oui, mais quels sont ces bailleurs-là? Pourquoi ils sortent l'argent? C'est ça que je rentre dans cette logique. Pourquoi? Non, ils doivent... Est-ce que vous savez bien, un bailleur de fonds rentre toujours dans ces... Non, c'est la solidarité internationale. Pardonnez-moi, ne soyons pas dupes. Oui. La solidarité internationale n'a jamais existé. Vous le savez aussi bien que moi, restons dans un cadre logique et fonctionnel, et aussi avoir le pied sur terre. Quand quelqu'un investit quelque part, veut le retour d'investissement. C'est pour ça que je dis, ils nous font propager des maladies et après ils ramènent leur... Non, ce n'est pas eux qui propagent les maladies, non. C'est les comportements des individus qui fait que la maladie se propage. Quand on a fabriqué le sida dans un laboratoire et on le met en circulation... On ne connaît pas ces laboratoires sur lesquels... On ne connaît pas, les gens parlent des laboratoires, on a fabriqué le virus dans ces laboratoires. Surtout, on parle que c'est l'Occident qui a fabriqué le virus, jusque maintenant. Est-ce que vous savez aujourd'hui, il y a un travail qui est fait pour passer à autre chose. Le travail qui est fait au sein d'unanimité au niveau de la communauté internationale. Je parle de la communauté internationale qui n'a pas d'adresse, qu'on ne sait pas là où il se trouve d'ailleurs. C'est ce travail qui consiste à dire qu'il faut limiter le nombre de natalité dans le monde. Limiter, il y a trop de monde sur cette terre pour le nourrir tous, donc il faut limiter. En limitant comment? En créant des guerres, en créant des famines et en mettant des maladies en place, forcément. Non, les maladies, moi, vous comprenez ce que je veux dire? Moi, je vais comprendre, c'est vrai, mais ça fait partie de la régulation, mais c'est... Comment l'être humain peut dire qu'il peut réguler quelque chose à partir du moment, si on peut rester dans un cadre dogmatique, entre guillemets, le cadre religieux, dire que voilà, il y a une entité quelque part qui régule les choses, et l'être humain va se prévaloir de ces choses
dire qu'il peut réguler les choses. Voyez-vous un peu... Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Oui, je vois. Par exemple, prenons les guerres qui ont lieu chez nous en Afrique. C'est fabriqué? Bon, c'est fabriqué, mais ce sont les Africains même qui sont à la... Comment ça s'appelle? Oui, mais on tire... C'est pas eux qui tirent les ficelles. Oui, mais ils n'ont qu'à utiliser leur intelligence de ne pas se faire manipuler. Vous le savez bien. Quand on vous met une arme entre vos mains, on prend une arme, on met aussi entre les mains de votre cousin, je parle bien de votre cousin, et encore à plus forte raison, votre frère propre. On donne l'argent, on vous donne l'argent, et on vous donne l'argent à votre frère, et on crée un conflit entre deux, et vous allez utiliser cette arme-là. Pour tuer votre frère. Donc, pour vous dire simplement que la manipulation, c'est quelque chose de simple. Mais c'est là qu'il ne faut pas se laisser manipuler. Il faut vraiment qu'on atteigne une certaine maturité. Est-ce que la maturité, là, le peuple africain a une certaine autonomie pour pouvoir dire aujourd'hui qu'il est mature? Ils doivent apprendre à être autonomes et à dire non et à savoir où sont leurs intérêts. Alors, les intérêts, aujourd'hui, on va parler au niveau de la santé. L'Afrique va très mal en termes de santé. L'Organisation mondiale de la santé tire une sonnette d'alarme. Alors, quand on regarde l'Europe aujourd'hui, on voit quand même, on parle de notre ancienne colonie belge, la santé publique est définie quand même comme un outil important. Ils sont 6e en Europe, pour montrer quand même la capacité de ces pays, et la France est 3e en Europe. Mais nous, on est complètement aux antipodes de tout cela. Nous vivons avec moins de 1,3 $. Comment voulez-vous vivre longtemps dans des pays comme l'Afrique? Expliquez-nous comment on peut faire. Moi, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas aux affaires là-bas. Mais tout ce que je sais que... Mais la définition par rapport à la santé publique, mais il faut d'abord combien d'argent ils mettent nos gouvernements à mettre comment ça m'appelle ça au niveau du le budget de la RDC, si on regarde, ça tourne aux alentours de 9 milliards de dollars. Il y a 9 milliards de dollars. Oui, le budget national. Le budget national, il est de 9 milliards. 9 milliards. 9 milliards seulement. Le budget de l'Angola tourne aux alentours de 55 milliards de dollars. Oui. Pour vous donner une idée. Le Rwanda, son budget est de 1,9 milliard de dollars. Donc c'est un petit pays qui n'est pas très très grand, mais avec bien sûr de valeur ajoutée et également d'une croissance, parce qu'il y a la croissance, le budget ça peut être autre chose, la croissance aussi ça peut être une autre. Mais on s'en est rendu compte que le Rwanda fonctionne bien en termes des entités au niveau de soins des personnes. Oui, par exemple, on parle du VIH. Je ne sais même pas si au Congo, mais l'année passée, j'avais posé la question et on m'a dit que jusque maintenant, on ne parvient pas à déterminer la charge virale au Congo. Alors qu'au Rwanda, oui, c'est ça. Ils sont en train de déterminer. Ils déterminent la charge virale, alors que c'est un problème de volonté politique. Et que la sécurité sociale fonctionne maintenant, la couverture maladie universelle fonctionne parfaitement. Ça, je ne sais pas. Non, je suis en train de vous dire qu'il y a une couverture avec un apport de $1 par la population. Un apport de $1 par la population. Alors, il existait aussi chez nous cette sécurité. Les cartes d'ayant droit existaient chez nous à l'époque. Oui, je me rappelle bien entendu qu'on allait en face de comment ça s'appelle le marché. Je ne me rappelle plus, moi, je savais qu'avec cette carte d'ayant droit, on pouvait aller dans une pharmacie, je prendre les médicaments. C'est en face de l'hôpital, enfin, comme on dit, de Kankokolo. Vous savez, c'était là le centre où l'endroit on allait chercher des médicaments. Et il y avait le marché magasin général qui était en face, chercher le médicament. Mais là, c'est à l'époque. Mais on est en train de parler aujourd'hui, on parle de croissance en RDC de 8,8. Non, ça dit qu'il faut que nous ayons des États. Il faut que nous ayons des États. L'État n'existait pas en RDC alors. Enfin, je ne sais pas, moi, il faut que nous. Non, expliquez-nous un peu, parce que comment on peut fonctionner. Cela veut dire que c'est fonctionner, ça veut dire quoi? Vous parlez tout à l'heure des humanitaires, puisque pour certaines, un pas entier du fonctionnement ou des soins, on l'a laissé aux humanitaires. Ouais. Et même au niveau même du développement, on l'a laissé aux humanitaires. Alors que vous venez de dire, mais maintenant que ces gens-là, ils ne viennent pas pour les beaux yeux de des Africains. Mais sans eux, peut-être la situation allait être très catastrophique. Mais on dit chaque fois quand il y a par exemple des épidémies, il faut attendre qu'un médecin du monde, qu'un médecin sans frontières descende sur le lieu pour résoudre. Mais vous savez bien le principe d'épidémie.
Oui. Comment ça se passe? Mais vous devez avoir votre système d'alerte quand il y a une épidémie et vous dépêchez vos spécialistes pour aller cerner les problèmes. Alors, quand vous regardez l'Afrique aujourd'hui, qui est aujourd'hui un endroit où tout le monde expérimente des choses, tout le monde vient pour piller, tout le monde vient pour... Mais lorsqu'il y aura des États, ça ne se fera pas. On ne fera pas, puisqu'à ce moment-là, quand quelqu'un vient avec un aventurier, on va lui dire, voilà ce que dit la loi chez nous. Et si vous ne faites pas ça, la justice va s'occuper de vous. La justice, La voilà. justice va s'occuper de vous. Parlons-en de justice en ce qui concerne le VIH-Sida. Si quelqu'un est d'une manière délibérée et contaminé par son partenaire, comment la justice peut intervenir là-dessus? Mais je ne sais pas que prévoit la justice au niveau de la RDC sur ces commençons par ici, dans un pays d'état de droit comme la France. Ici, d'abord, il y a notre position, nous, en tant que militants associatifs. Nous, on marche en rappelant toujours la responsabilité des individus, de chaque individu. C'est-à-dire que la personne, quand elle sait, on sait que tout le monde est informé que le VIH existe. Et que quand il vient d'avoir un procès à Bobigny. À Bobigny, oui. Vous venez de suivre, j'ai lu l'article concernant, il y a une dame qui a été contaminée, sûrement par son partenaire, qui était séropositif depuis 5 ans. Elle l'a caché à son ami. Et à l'issue de plusieurs... à l'issue de plusieurs malaises que la femme avait, a été voir le médecin a décelé le sida. C'est là où on a découvert que souvent, ces choses-là sont complexes, puisque des fois, on ne sait pas qui a contaminé l'autre, et qui a commencé, et dans quelles circonstances, c'est sciemment. Puisque c'est ça le problème, c'est-à-dire que voilà, moi, je vais contaminer l'autre. C'est ça, souvent, la justice. Mais l'homme, il savait qu'il était séropositif. L'homme, il savait. Mais peut-être, il n'avait pas l'intention de contaminer l'autre. Mais comment, quand vous mais peut-être, on ne sait pas qu'est-ce qui on ne sait pas. Non, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, peut-être. Mais je lis quand même les rapports, hein. Je lis les rapports. Vous avez moi je ne l'ai pas, moi je savais que vous savez qu'il y a ce procès. Oui, mais quand le ministre, il y a une minute du procès, on peut prendre connaissance à cela via nos réseaux. Hein. Ah oui, moi je n'ai pas su comment. Ce qui s'est passé réellement, ça moi je ne le sais pas. C'est pour cela que je ne peux pas commenter. C'est pour ça que je vous donne quelques éléments. Alors, la personne, ça dit que la loi est sévère ici quand la personne sait qu'elle est et qu'elle décide sciemment et qu'on prouve sciemment que la personne va aller, alors que nous savons, ce que nous savons, fait qu'effectivement que les personnes qui sont séropositives, la plupart n'ont pas envie de transmettre le VIH. La plupart, ça, beaucoup d'études l'ont montré. Les personnes qui ont le VIH, qui sont séropositives, n'ont pas envie la volonté d'aller transmettre. Il y a le problème de conscience. D'aller transmettre le corps. Alors, je vais parler. Ce qui fait que même ici en France, c'est ce que vous devez savoir maintenant, les gens qui contaminent les autres, ce ne sont pas les gens qui ont le VIH, ce sont ces personnes-là qui ont le VIH et qui ne le savent pas. Alors, je vais vous dire quelque chose qui se passe dans le milieu congolais pour terminer avec ça, parce qu'on arrive à la fin, au terme de notre mission. Qui est les drames qui se passent dans la communauté congolaise. Nga na zui yango, malade yango nga na zaki nango te, na zui yango, nga pe na okabola yango, donc faut bazwa yango, donc baromona donc. Je connais même quelqu'un qui était vers le Château Rouge là-bas, sortait des billets de 500. À l'époque, il y avait le Pascal, hein, c'est Pascal, sortait cet argent-là, donné aux femmes pour avoir des relations pour qu'ils puissent les voir. Mais au fait, à ce moment-là, il a des relations pour avoir quel plaisir. Et là, c'est ça le non, pour la vengeance simplement. Mais maintenant, les gens, quand ils le savent, pourquoi ils n'utilisent pas les préservatifs? Pourquoi? C'est ça, c'est pour ça que nous disons qu'il y a un problème de responsabilité. En plus de celui-là, il a. C'est celui-là, là, on a entendu souvent ces gens. Ça existe quand même dans le milieu, là, vous savez bien. On l'a entendu, mais on ne connaît pas encore, nous, quelqu'un, par exemple, ça fait longtemps que nous sommes dans ce milieu, qui ont dit non, voilà, telle personne, et voilà, vous voyez, ce monsieur là-bas, il a le VIH, mais il est en train de les transmettre aux autres. Et en plus de cela, c'est tout souvent, dans un sens, c'est toujours, on dit que c'est l'homme qui va les transmettre aux femmes.
C'est souvent ces histoires là-bas. Mais les femmes qui vont aller avec des transferts... Non, il y en a, il y a quand même... Il y en a. Mais on a entendu ces histoires d'après dans certaines... dans certaines deuils, dans certains matanga, il y a des listes. La femme ou la fille qui est morte, elle a laissé une liste en disant, voilà, moi, je ne pas seul, il y a tel et tel et tel et tel et tel. On a souvent entendu ça, mais nous, dans le cadre de notre travail, on n'a jamais été confrontés à résoudre. On l'entend, mais pour vous résoudre en tout cas que voilà tel cas et tel. Voilà. Alors, on terminera avec ces gestes d'optimisme. Alors, 20 ans pour avoir le vaccin, 10 ans. Ça, il n'y a personne qui le sait. J'étais dernièrement, c'est une question qui a été encore posée à Washington à la conférence internationale, mais jusque-là, tous les chercheurs, ceux qui sont dans comment on appelle ça, sur ce domaine, il n'y a pas eu il n'y a que des tentatives et des tentatives. Mais peut-être à Melbourne, puisque là, au mois de juillet, là, la prochaine conférence aura lieu en Australie, peut-être on aura des bonnes nouvelles. Et là, dernièrement, ce qui était dit, c'était dans la dernière conférence, donc il fallait chercher maintenant avoir des médicaments qui vont aller dénicher le virus là où il se cache. Puisqu'en fait, actuellement, les antirétroviraux qu'on a pour le moment, ils fonctionnent très très bien dans les compartiments sanguins partout, donc il faut bien le travail. Mais le problème qu'on a, c'est-à-dire que le virus, à un moment donné, il va se cacher. Il se cache dans des organes profonds, notamment au niveau de certains ganglions, il se cache là-dedans. Mais il faut avoir maintenant des médicaments pour aller les dénicher là. Il faut aller les dénicher. Merci infiniment d'avoir participé à cette émission. Mais ça, c'est la première partie de notre émission. Il y a beaucoup de choses à faire parce que je voulais qu'on aborde l'état de la santé publique en RDC. Ça sera la deuxième partie. La troisième partie, on abordera comment faire pour pouvoir sortir de ces problèmes existentiels, de sociétal d'ailleurs, où la caisse maladie, la couverture maladie est complètement inexistante. Comment faire des conseils par rapport à ça? Donc il y aura en 3 parties. Mais je vais dire là-bas pour moi, il faudrait d'abord commencer par payer les gens, que les salaires soient réguliers dans ce pays, que l'enseignant touche son salaire, que je ne sais pas, le soldat, le militaire touche son salaire, que je ne sais pas, que tout le monde, qu'à la fin du mois, qu'on sache que tout le monde a eu son salaire. Sinon, on ne pourra pas s'en sortir. Très bien. Ça, on va s'attaquer sur la deuxième partie, parce qu'aujourd'hui, on a attaqué cette partie qui est essentielle, la maladie du siècle, le sida. Et comme vous êtes assez spécialiste là-dedans, donc vous avez... pouvez-vous nous rappeler quand même votre formation pour terminer? Moi, je suis diplômé en génie biologique médical. J'ai aussi un diplôme d'assurance et accréditation de laboratoire d'analyse médicale. Très bien, voilà. Donc ça va nous permettre en fait de faire une planimétrie, une étude assez approfondie, un regard approfondi d'un spécialiste pour donner la matière à ceux qui nous suivent. Je tenais à vous rendre hommage, nous sommes le vendredi aujourd'hui. Mais sinon, au pays, il y a beaucoup de spécialistes. Ces pays ne manquent pas de... J'en conviens parfaitement, mais on a besoin de regards extérieurs par rapport à ces regards extérieurs qui vont nous permettre, bien sûr, de permettre aussi à ces spécialistes de là-bas d'avoir des outils. Bon, j'en conviens parfaitement qu'il y a des gens assez diplômés, bardés des diplômes, assez professionnels et aussi compétents. Mais ce qui manque aussi, on a vu le cas d'espèce de votre centrale nucléaire en RDC, comment il est tombé en ruine. Donc ça montre qu'il y a une certaine négligence. À partir du moment qu'à la tête de ça, il y a un personnage qui n'a pas la matière qu'il faut, ne peut pas donner la matière à son peuple. Je ne suis pas là à critiquer cet homme, mais simplement nous sommes là à dire des choses comme les choses fonctionnent en RDC. Il y a une déliquescence en termes de la santé publique et on voit un grand pays comme la RDC n'a même pas plus de 1,2 milliard de budget pour toute la RDC. C'est quand même un drame absolu. Il y a 70 millions d'habitants. Donc là, ça nous donne quand même une idée. Le budget de la santé en Angola tourne aux alentours de 5 milliards 300 millions de dollars. 5 milliards. Donc c'est plus que le 3/4 du budget
de notre pays. Pour vous donner une idée, le budget de 8 milliards et demi de budget national de la RDC, c'est le budget de la défense en Angola. Alors on ne peut pas s'étonner. Donc à ce moment-là, on n'aura pas une armée efficace et si on n'a pas les moyens, ne suivent pas. Donc ça se suppose qu'il faut qu'il y ait un État. S'il n'y a pas d'État, on peut discourir, on peut raconter tout ce qu'on veut et rien ne sera fait. Merci à vous, rien ne sera fait. Donc la raison pour laquelle nous sommes dans cette souffrance avec notre pays. Merci à vous et à très bientôt. Merci et bon week-end à vous.